brillante, à poiler le soignant comme le poilu au front. Et plus que le virus, l'idée est virulente. Soignant, fais-toi passer après toute la nation. Cache ta mine angoissée et cache ta tourmente. Soldat en blanc, va donc rejoindre ta tranchée. En gardant à l'idée, tu t'es trompé de métier en héros démasqué. L'idée est délirante, l'idée est délirante. Depuis ces 4 premières semaines de confinement, nous sommes plus que jamais sujets à la surinformation. Les vidéos de Corona Iceberg sont logiquement noyées parmi les millions de vidéos postées chaque jour sur Internet. Parmi cette masse d'infos, je ne sais pas comment vous y prenez pour distinguer le vrai du faux. Depuis quelque temps, à la radio, j'entends ce message de l'UNESCO. La désinformation, comme le coronavirus, se propage. Pour combattre la désinformation, il est important de partager des informations venant de sources fiables, comme les autorités sanitaires et l'Organisation mondiale de la santé. Pendant l'épidémie de Covid-19, ne faites confiance qu'aux sources d'informations officielles et aux médias crédibles. Ne partagez pas d'informations non vérifiées. Ceci est un message de l'UNESCO. On nous demande donc de faire confiance. À qui ? Aux autorités sanitaires. À l'échelon national, c'est quoi ? C'est qui ? À minima, le ministère de la Santé. J'ai remis hier soir ma démission au Premier ministre et au Président de la République. Au plein cœur de la plus grave crise sanitaire mondiale, la ministre de la Santé démissionne dans l'espoir d'être élue à la mairie de Paris. Plus tard, elle déclarera qu'elle savait déjà, ce qui ne l'a pas empêchée de tenir des propos mensongers devant les caméras. Je tiens à rassurer les Français et à leur dire que le dispositif opérationnel de gestion du coronavirus est solide. Je me suis assurée que tout était en place. Les mesures que nous avons prises ces dernières semaines sont efficaces. La mobilisation de l'ensemble du système de santé a été exceptionnelle et elle le sera encore plus demain. Madame la ministre est une âme charitable pour venir publiquement annoncer qu'elle savait. Faut-il être stupide ou tellement intouchable pour oser se tirer une balle dans le pied? C'est-elle comment se nomme cette confession gênante de la non-assistance à personne en danger, accompagnée de larmes pour édulcorer une buse désabusée? L'idée était marrante, l'idée était marrante. En crème et en tartine, on a toute votre estime. Discours perlocutoire qui sonne un peu trop faux. Votre reconnaissance en tube de vaseline se met à déborder, se colle sous nos sabots. Vos propos du moment sont assez inaudibles. Lorsqu'il y a quelque temps vous n'en aviez que faire que meurt poignardée une jeune infirmière de grâce. Taisez-vous, vous n'êtes plus crédible, vous n'êtes plus crédible. Ne faites confiance qu'aux sources d'informations officielles et aux médias crédibles. Les autorités sanitaires, ce sont aussi ces universitaires, qui comptent parmi eux Yves Lévy, directeur de l'INSERM et époux d'Agnès Buzyn, qui tirent à boulet rouge sur le professeur Raoult, un des plus grands spécialistes en épidémiologie, reconnu comme tel dans le monde entier. On nous demande de faire confiance à l'Organisation mondiale de la santé. En janvier, l'OMS avait annoncé que le risque était modéré au niveau international. Quelques jours plus tard, l'OMS reconnaît avoir fait une erreur de formulation. Je pense qu'il va être temps qu'on parle de rhétorique et donc de manipulation du langage. On nous demande de ne faire confiance que aux sources d'information officielles et aux médias crédibles. C'est qui les médias crédibles ? Qui détermine la crédibilité des sources ? Ce qui n'a rien de secret, c'est que les grands médias appartiennent soit aux États, soit à de grands groupes de presse privés dont la finalité est de faire du profit. Ce blanc-seing, cette confiance aveugle qui nous est demandée, c'est une incitation à la naïveté. En fait, c'est un suicide de l'esprit critique. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on met en doute des informations qui émanent de ces sources censées avoir le monopole de la crédibilité ? Parfois, des journalistes intègres
accueille la contradiction. Et puis souvent, il se passe autre chose. Les patentés sortent leur totem d'immunité, les crédibles sortent leur carte de crédit et discréditent les incrédules. Et l'arme de rhétorique la plus efficace pour apporter le discrédit sur les porte-voix divergents, cette arme de destruction massive du langage, elle porte un nom, le complotisme. C'est bien pratique de sortir ce joker. La meilleure défense étant souvent l'attaque, alors le contradicteur n'a plus qu'à se défendre de cette accusation. Ce qui incrimine le prétendu coupable et préserve le présumé innocent de se justifier en argumentant son propos contesté. Mais un propos officiel est-il contestable ? Si oui, à quel prix ? Mon propos n'est certainement pas de faire l'apologie du complotisme, oula, bien au contraire. Le complotisme porte un tort considérable à la vérité et au bien commun. Je ne vais donc pas me gêner pour critiquer le complotisme pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il n'est pas. Complotisme, c'est à peu près synonyme de conspirationnisme. Ce sont deux néologismes. Donc si vous cherchez une définition, il se peut que votre dictionnaire ne soit pas assez récent. Ce sont vraiment des termes, des mots qui collent à notre histoire contemporaine. Le sens commun qu'on attribue à ces mots désigne le fait d'affirmer une théorie fausse. Autrement dit, on reproche aux complotistes de mentir. Et les complotistes reprochent aussi aux comploteurs de mentir. Souvent, ceux qui s'opposent au complotisme sont eux-mêmes complotistes. Tenez, récemment, le gouvernement américain a accusé la Chine d'avoir créé le coronavirus dans le but de l'utiliser comme une arme chimique. Les Chinois, quant à eux, ont prétendu que lors d'une compétition omnisport disputée en octobre à Wuhan, la délégation américaine aux Jeux mondiaux militaires aurait pu apporter le virus en Chine. As you know, China tried to say at one point, maybe they stopped now, that it was caused by American soldiers. That can't happen. It's not going to happen. Not as long as I'm president. It comes from China. J'aimerais aussi attirer votre attention sur ce que le complotisme n'est pas. Il n'est pas d'apporter des informations, des faits, d'étranges coïncidences, des suspicions qui bâtissent une hypothèse de complot. Ça, c'est pas du complotisme. Complotisme et conspirationnisme sont deux termes assez présents dans les médias, sur les chaînes de télé, dans la presse écrite, et bien sûr, sur les réseaux sociaux. En revanche, je n'entends jamais les termes suivants qui devraient être banals, mais qui sont dans le dictionnaire depuis très longtemps. Comploteur, conspirateur. C'est à croire qu'il n'y a jamais de complot, jamais de conspiration. Et puisqu'on est dans la sémantique, malgré mon grand amour pour le langage, je dois me reconnaître impuissant pour trouver un terme qui permet de nommer quelqu'un qui tente de mettre en lumière et déjouer un complot. Il n'y a pas de complottionneur, de conspirologue, non, ni en français, ni en anglais. Et si vous en connaissez, eh bien dites-le moi. À quelques exceptions près, les seuls habilités à parler légitimement de complot, ce sont les historiens. Des complots dans l'histoire de l'humanité, il y en a eu des milliers. Et il faut le recul du temps pour pouvoir en parler ouvertement et en toute sécurité. Pour que les mensonges d'État soient dévoilés, il faut souvent à minima quelques décennies pour qu'on lève le voile sur les intentions cachées des puissants. Oh, il y a bien quelques exceptions quand la supercherie est vraiment trop grosse. Par exemple, le gouvernement de Bush Junior en a fait vaguement les frais quant à la prétendue présence d'armes de destruction massive en Irak. Quand je dis que l'administration Bush en a vaguement fait les frais, c'est juste peut-être un très court moment de honte d'avoir été pris la main dans le sac. C'est tout. L'opinion publique américaine avait déjà été manipulée par des médias serviles et la justification d'invasion de l'Irak, elle était en marche. Est-ce que ce mensonge d'État a empêché Bush Junior d'être réélu 2 ans plus tard ? Non.
il a fait un deuxième mandat. Quelques années auparavant, pour la première guerre du Golfe, Bush senior, le père, avait fait usage du même procédé. L'affaire des couveuses au Koweït, vous en avez entendu parler ? Le 14 octobre 1990, devant une commission du Congrès des États-Unis, une jeune femme koweïtienne témoigne d'atrocités commises lors de l'invasion du Koweït par les forces armées irakiennes de Saddam Hussein. While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. It was horrifying. Émouvant, non ? C'est un faux témoignage avéré. Il a été fomenté par l'agence de communication Randon Group, qui était chargée de superviser la communication de la CIA et du Pentagone. Les médias ont diffusé les images de cette jeune femme et la dictature émotionnelle a fait son effet sur l'opinion publique internationale. Et la justification d'une troisième guerre mondiale était validée. Ça vous choque que je parle de guerre mondiale ? Eh bien, ce petit mensonge d'État a contribué à convaincre 27 pays d'entrer en guerre contre l'Irak. Je ne dis pas que l'armée irakienne n'a pas commis d'atrocités. C'est crédible, mais faux. Et c'est important de bien comprendre ce crédible, mais faux. Ce mélange fréquent de vérité et de mensonge. Alors dans les deux exemples que je viens de citer, est-ce qu'il y a complot ou pas complot ? Les complots contemporains sont hélas difficiles à révéler et ceux qui s'y risquent le payent souvent très cher. Les pressions sont énormes parce que les pouvoirs sont gigantesques et menaçants. Les historiens, eux, n'ont pas ce problème, en tout cas beaucoup moins. Il y a quelques minutes, j'ai pointé mon impuissance à nommer les personnes qui tentent honnêtement de mettre de la lumière sur de véritables complots. Il en existe pourtant un qui, contrairement à complotiste ou conspirationniste, a plutôt une connotation positive. Ce sont les lanceurs d'alerte. Bon, je ne suis pas convaincu que les alertes méritent qu'on les lance, mais il y a un verbe simple, alerter. Mais c'est quoi au juste une alerte ? C'est pas très différent d'une alarme. Et ceux qui alarment sont souvent traités avec mépris d'alarmistes. Et toujours pas d'alarmeurs dans nos dictionnaires. En revanche, alerteur existe bien, mais on n'utilise pas. Alerteur. Alors alerte, alarme, c'est quoi ? Eh bien, c'est un signal qui contient une information liée à une situation particulière. Et qu'est-ce qui caractérise cette situation ? Eh bien, c'est deux choses. 1. Son niveau de gravité. 2. Le fait qu'elle nécessite une action urgente pour faire face au danger de la meilleure façon possible. Attention, si vous déclenchez le signal d'alarme de manière abusive, vous risquez jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 3 750 € d'amende. Plus tard, le berger se mit à nouveau à crier « Loup, loup, le loup est en train de pourchasser les moutons !» À son vilain plaisir, il regarda les villageois courir jusqu'à la colline pour l'aider à pourchasser le loup. Lorsque les villageois ne virent pas de loup, ils lui dirent sévèrement « Garde ta chanson effrayante pour le jour où il arrivera vraiment quelque chose de grave. Ne crie pas « loup » lorsqu'il n'y a pas de loup. » Mais le garçon sourit du coin de la bouche et les regardèrent s'en aller furieux en descendant la colline. Plus tard, il vit un vrai loup en train de rôder autour de son troupeau. L'abus d'alerte, c'est ce mensonge qu'on reproche à juste titre aux complotistes. Mais une alerte justifiée qu'on ne donne pas, c'est de la non-assistance à personne en danger. Et il y a de véritables complots qui mettent en danger la vie de millions de personnes. Je pourrais citer de nombreux exemples. Je me contenterai de 2 exemples qui sont très largement documentés et je vous mettrai des liens sous la vidéo. Le scandale du Mediator pour ce qui concerne l'industrie pharmaceutique. La corruption des institutions de mise sur le marché des produits phytosanitaires pour ce qui concerne Monsanto. Il y a plein d'exemples, franchement. Si on transpose cette fable d'Ésope dans le contexte de notre société moderne, le garçon qui criait au loup use et abuse d'un droit qui est un des fondements de la Constitution française. L'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pose la liberté d'expression comme un des droits les plus précieux de l'homme. Il y a un important préambule dans cette célèbre déclaration.
On y rappelle la corrélation entre nos droits et nos devoirs. Et dans cette logique, l'article 11 précise certes que tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement, mais en ajoutant « sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». Quelle loi ? Il y en a beaucoup, notamment l'une d'elles qui apportera des précisions presque un siècle plus tard, en 1881, sur ce qui concerne la diffamation, l'injure publique, la fausse information. Fausse information. Est-ce que je dois traduire fausse information en anglais? Fake news, fake news. They are fake. Oh, what the fake? Chaque jour, des millions de fake news circulent dans le monde. Il y a des lois qui prévoient de sanctionner les fausses informations, les injures publiques, la diffamation. Mais il est devenu impossible de judiciariser un tel flot de contre-vérités. Le message de l'UNESCO, il n'est pas absurde, il est juste malhonnête, parce qu'il accrédite des autorités et des médias qui véhiculent aussi des mensonges, beaucoup de mensonges. L'UNESCO, les Nations Unies, ces instances censées être les plus vertueuses, véhiculent des mensonges. L'homme le plus puissant du monde est connu pour être le plus grand menteur pathologique du monde. Et il va vraisemblablement être réélu à la tête de son pays. Fake news, fake Время news. приближает нас к новому 2019. Je prends ce soir devant vous l'engagement de consacrer toute mon énergie à transformer notre pays pour le rendre plus fort, plus juste, plus humain. Nous baignons dans un planétaire bain de mensonges, à un tel point qu'il est devenu presque impossible d'être totalement naïf. Oh, nous sommes manipulables, très manipulables, mais dans le même temps, nous sommes devenus extrêmement méfiants. Trop méfiants? Pas assez? C'est compliqué. La défiance vis-à-vis des États et des médias, elle est régulièrement mesurée par les instituts de sondage, et cette défiance, eh bien, elle est énorme et croissante. Or, l'excès de naïveté, l'abus de confiance, c'est le berceau de la paranoïa. Le choc, les déceptions traumatiques, le sentiment d'avoir été trahi, ça engendre souvent des mouvements réactionnels qui nous font passer d'un excès à un autre excès. Les complotistes se nourrissent des mensonges des comploteurs. Parfois de bonne foi, et maladroitement, parfois de mauvaise foi, avec des intentions malveillantes. Il y a 20 ans, j'ai commencé la rédaction de mon premier livre. Il avait pour but d'aider les gens à se protéger de toute forme de manipulation. Alors brièvement, quelques mots sur la mauvaise foi. C'est un processus de communication relativement complexe dans la mesure où il cumule conjointement 3 objectifs. Le premier objectif, je l'ai appelé l'objet réel. Il est caché parce que nuisible à autrui. Et puis ensuite vient le prétexte, c'est l'écran de fumée. C'est le faisceau d'arguments fallacieux qui est censé justifier l'obtention indirecte de l'objet réel qui n'est jamais nommé. Et puis troisièmement, il y a la préservation d'une bonne image sociale, malgré l'intention de nuire à autrui. Des prétextes bien construits peuvent permettre de préserver cette image. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Afin de ne pas dévoiler leurs intentions cachées, les gens de mauvaise foi ont souvent recours à la déstabilisation. Parce que la meilleure défense est trop souvent l'attaque, pour éviter de se justifier et s'empêtrer dans des arguments fallacieux, les prétextes, ils attaquent, ils accusent. Dans les débats politiques, dans les articles polémiques, complotistes, c'est devenu une parade, une arme de rhétorique très efficace. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui critiquent les thèses officielles perdent beaucoup de temps en précaution oratoire. Ils perdent une partie de leur temps de parole à se justifier, à dire qu'ils ne sont pas complotistes. À ce jour, samedi 11 avril 2020, 27e jour de confinement en France, j'ignore si le coronavirus est sorti d'un laboratoire P4 de Wuhan. Il y a plusieurs hypothèses causales possibles. Celle-ci en est une, et je constate qu'elle n'intéresse pas grand monde. Aucun des médias contactés n'a répondu à l'alerte exprimée dans les premières vidéos de Corona Iceberg.
En fait, peu m'importe que cette hypothèse soit juste. Basée sur des rapports d'experts, l'enquête présentée dans ces vidéos a démontré la dangerosité de ces laboratoires et de graves failles dans leur système de sécurité. C'est un des nombreux dangers que nous courons. Et nos dirigeants ne pensent qu'à faire disparaître les symptômes d'un grave problème dont on ne cherche pas à identifier les causes profondes. C'est la raison pour laquelle il y aura d'autres catastrophes, au moins aussi graves que celle qui aujourd'hui nous prend en otage, nous assigne à résidence